Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à émission. Aujourd'hui, les amis, on va faire un parcours du système Nova de Trinov. Si vous connaissez pas le système Nova, c'est un système d'optimisation des moniteurs. Ça va permettre d'optimiser notre écoute, nos haut-parleurs. C'est aussi un système qui va nous servir de contrôleur pour les moniteurs avec la Remote. Ça, c'est le nom de leur contrôleur qui nous permet de gérer les entrées, les sorties, les volumes de nos haut-parleurs, des écouteurs, etc. C'est un système super bien fait. Fait que je vais vous montrer comment on utilise le micro pour la calibration, comment fonctionne l'algorithme, comment moi j'ai ajusté, comment j'ai setupé la remote pour mon workflow. Ça va vous donner une bonne vision d'ensemble. Puis je vous en ai déjà parlé du système Nova en décembre dernier. Je ne vais pas revenir sur ma vidéo de décembre. Je vais vous mettre le lien dans la description ou à quelque part là, ici en haut. Pour moi, ça a été une grosse révélation. Je me suis pris vraiment une grosse baffe quand j'ai installé ce système-là dans mon studio parce que je ne pensais pas que mon écoute pouvait sonner si bien, puis ça m'a fait réaliser à quel point dans beaucoup de mes mix, en réalité, je corrigeais souvent mon écoute et non mes sources. Fait que, bref, ça a été une grosse baffe, ça a été assez violent, mais bon, je m'en remets, je m'en remets plutôt bien. Puis encore une fois, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner une vision d'ensemble, puis si vous êtes déjà utilisateur, de vous donner quelques tips sur comment optimiser justement le setup. Fait que voilà, sans plus attendre, on va passer à la calibration. La calibration vient se faire avec le microphone de Trinov. C'est un microphone à 4 capsules et le but de ces différentes capsules-là qui sont placées à des endroits différents, c'est de pouvoir calculer les différences au niveau de la phase, au niveau du délai des haut-parleurs, etc. C'est un microphone qui est connecté avec un câble Ethernet qui vient se connecter directement sur la façade du rack mount Nova. Et c'est un outil qui est vraiment important d'avoir, parce que la calibration, on ne fait pas ça une seule fois au début, puis après ça, on n'y touche pas. On va généralement refaire des calibrations assez régulièrement pour vérifier que notre système est bien calibré. Et à chaque fois qu'on a des changements dans notre environnement, il faut refaire la calibration. Moi, j'ai installé dernièrement des contrôleurs, comme vous voyez, là, de Softube, le Console One Fader et le Console One là, à droite ici de Softube. Et ces deux surfaces-là de travail viennent changer, évidemment, mon écoute. Fait que j'ai dû refaire la calibration. Puis c'est la même chose quand j'ai des changements importants dans mon mobilier. Si jamais je déplace vraiment des meubles, je viens recalibrer. Ce qui est vraiment important, c'est de bien mesurer la distance entre les haut-parleurs et de venir placer vraiment le microphone à la même distance là, qu'on va avoir entre les deux tweeters, vraiment d'avoir notre triangle équilatéral. On va le mettre à la hauteur vraiment entre les deux, entre le tweeter et le woofer. On peut aussi utiliser évidemment des lasers pour calculer la distance. Et moi, un petit truc que je fais là, à la bonne franquette, c'est que j'utilise là, du ruban, du gaffer tape que je viens placer vraiment entre les deux coins de mes haut-parleurs, ce qui me permet de faire une marque au crayon pour vraiment avoir mon centre, ce qui va me permettre beaucoup plus facilement par la suite d'aligner vraiment le centre du microphone avec les haut-parleurs. Idéalement, là, il se fait des lasers qui vous donnent vraiment le X puis le Y là, qui viennent s'auto-calibrer. Ça m'en prend un absolument. Ça va de beaucoup me simplifier la vie. Avant même de faire la calibration, là, je vais juste prendre un moment pour vous expliquer comment est connectée ma carte de son au système Nova parce que c'est un rack mount externe. Puis moi, c'est une chose que j'apprécie parce que tout mon son, tout mon audio va être calibré via le Nova, puis c'est vraiment un système à part. Fait qu'on a ma carte de son, RMA UFX, qui, elle, va être connectée via l'entrée ADAT. Parce que là, si on regarde, là, on a l'avant et l'arrière. À l'arrière, on va avoir des entrées analogiques, fait que 2 entrées XLR et 4 entrées, un quart TRS. On a les sorties analogiques. Moi, les sorties 1.2, mes haut-parleurs sont connectés aux sorties 1.2. On a aussi une entrée ADAT, une entrée SPDIF, et on va avoir une sortie AES EBU. AES EBU, c'est du numérique. On a certains haut-parleurs maintenant qui ont des entrées AES EBU, fait qu'on peut rester en numérique tout le long, puis ça va être les haut-parleurs à la toute fin de la chaîne qui vont faire la conversion de numérique à analogique. Et derrière, on va aussi avoir les connecteurs Ethernet. Ces connecteurs-là est connecté, dans le fond, à mon routeur. C'est ce qui fait le lien entre
mon ordinateur et le rack mount Trinov. C'est ce qui fait que les deux vont se connecter, vont se synchroniser. À l'avant, on a le connecteur, l'input pour le micro. On a une sortie d'écouteur. La sortie d'écouteur n'a pas la calibration, mais je peux contrôler le volume directement avec la remote. Et la remote, justement, le contrôleur est connecté ici en USB sur le devant du rack mount. Je pense qu'on peut aussi le connecter directement à l'ordinateur, mais moi, je le connecte là, directement sur le devant. Fait que c'est comme ça que moi, c'est connecté. Puis, via l'entrée à date, moi, via le Total Mix, ce que je vais faire, c'est que je vais router dans des sorties à date différentes mon Cubase et, par exemple, mon système. Fait que sur mon remote, je peux venir sélectionner différentes entrées, puis choisir soit mon Cubase, soit le reste de mon système. Le reste de mon système, ça peut être n'importe quel service de streaming, ça peut être n'importe quoi que je vais lire sur le web, etc., YouTube, etc. Fait que là, je peux passer d'un à l'autre, ça c'est vraiment pratique. Puis les différentes sorties vont nous servir si on a plusieurs paires de haut-parleurs, si on a des subs, on pourrait se faire un système 5.1, etc. Fait qu'il y a différentes choses qu'on peut faire, évidemment, avec les différentes sorties. Moi, j'utilise actuellement uniquement les sorties 1-2. Mais au niveau des entrées, j'utilise à date 4 entrées à date et j'utilise aussi des fois les entrées analogiques quand je travaille à une résolution qui est plus élevée que 24-48. Fait que si je suis en 96-192, je vais passer à l'analogique parce que la date n'est pas compatible à des résolutions, des sample rates ultra élevées. Là. Fait que voilà pour ce qui est de la petite parenthèse là, au niveau des connexions. La calibration, on vient cliquer sur calibration. On avance dans les différentes étapes. On a différents conseils. On ajuste aussi le niveau de sortie. Ça nous envoie un bruit blanc, puis on s'assure d'avoir une lecture à peu près là, de 80 dB SPL, ce qui est le cas moi présentement. Je ne fais pas de multi-measurement, je fais vraiment une seule capture aussi, parce qu'on peut faire une capture de plusieurs points dans notre environnement de travail, puis ça va faire une moyenne. Moi, je travaille seul à la maison, fait que c'est vraiment mon point d'écoute là, qui m'intéresse. Et ensuite de ça, on va faire la calibration. Ce qui est super important, c'est le timer, hein, parce que le microphone, au début, là, au niveau de la calibration, il calcule, il fait une analyse, une captation du bruit de fond ambiant. Puis si on ne met pas ce délai-là, puis on se déplace ou on fait un bruit quelconque, ça vient biaiser notre calibration. Fait que super important. Et puis, une fois que c'est fait, on va faire calibrate. On a un petit délai. Et là, comme vous avez vu, hein, sur le système, il m'a marqué position instable pour le deuxième haut-parleur. C'est parce que j'ai pas bien pris le temps là, de placer le micro. Puis comme on voit, là, je vais vous le montrer tantôt, là, ma calibration que j'ai faite correctement. Mes deux haut-parleurs, en réalité, sont beaucoup plus dans l'axe du 30 degrés que ça. Et on fait compute. Et c'est cette computation-là qui, généralement, va prendre un petit peu plus de temps. Le système va calculer, va faire tous les calculs pour créer le bon algorithme d'optimisation pour les haut-parleurs. Et c'est ce qu'on va voir là, dans quelques instants. C'est ce qu'on va aller justement dans la calibration. Je vais quand même revenir à ma calibration correcte pour vous montrer comment sonne mon écoute avant et après. Et vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire. Puis ça nous donne, comme je vous disais aussi, là, plusieurs informations. Si on prend le temps de bien placer, ça nous montre la distance entre nos haut-parleurs, la hauteur, l'élévation, l'angle, etc. Et une fois que c'est fait, fait que c'est assez rapide, comme vous voyez. Ce qui prend le plus de temps, à mon avis, c'est vraiment de bien placer le microphone. Puis ça, c'est essentiel. Sinon, si le microphone n'est pas bien placé, votre calibration va être faite tout croche. Maintenant que la calibration est faite, on peut aller voir dans nos graphiques, on peut avoir une vue d'ensemble déjà de la réponse en fréquence de mon système du avant et du après. On peut évidemment zoomer in pour voir les différences de volume, là, des différents boosts, des différentes coupures. Fait que ça me donne une bonne vision d'ensemble. Ça, c'est super utile parce que moi, dernièrement, en plus, j'ai fait des tests avec différentes distances par rapport à mon mur avant et je me suis rendu compte rapidement dans mes analyses que, en réalité, quand j'étais trop
trop proche de mon mur avant, mes problèmes que j'ai dans les basses fréquences devenaient plus important. Alors, ça m'a permis de vraiment fine-tuner le placement de mes moniteurs. Fait que ça, c'est vraiment extraordinaire. Dans les autres lectures, comme par exemple le time alignment, ça, c'est pas des graphiques qui sont faciles à analyser. Il faut voir ça comme étant un petit peu comme un rouleau au niveau de la phase. Fait que la phase, là, la coupure qu'on voit ici, en réalité, c'est parce que on est rendu à moins 180 et là, on revient. Fait que c'est comme si la phase se promenait sur le rouleau comme ça. Puis, cette correction-là de la phase, c'est probablement le plus gros élément du système Nova. C'est ça qui va faire une différence majeure dans notre écoute. On a, comme je vous disais aussi, les différentes mesures au niveau de la réponse. On va avoir le impulse response aussi. Vraiment intéressant de voir dans le fond, voyez le avant, l'impulse que ça va donner et après ça, le noise que je vais avoir, les différentes réflexions et à quel point, après cette réponse-là, cette impulse response-là est vraiment beaucoup plus clean. Fait que ça peut m'indiquer aussi, vous voyez, là, 15 millisecondes, j'ai un petit bump ici. J'ai peut-être des éléments plus loin dans ma pièce. Je devrais peut-être mettre plus d'absorption plus loin pour résoudre ces différents problèmes-là. Fait qu'on a différents graphiques comme ça. Puis en passant, on n'est pas obligé de vraiment bien connaître puis bien comprendre tous ces graphiques-là, parce que ces graphiques-là, évidemment, nous donnent une bonne idée d'ensemble, nous permettent d'aller vraiment loin dans notre analyse si on veut le faire, mais en même temps, on n'est vraiment pas obligé de tout comprendre ça pour bien ajuster notre système. Puis au niveau du setup, en petite parenthèse, comme je vous disais un petit peu plus tôt, j'ai mes différentes entrées que moi, via le contrôleur, je peux sélectionner à date 1, 2, à date 3, 4, on peut sélectionner nos différentes entrées. J'ai une seule sortie. J'ai mes écouteurs aussi que je peux à ce moment-là, soit ça suit mon monitoring, soit ça peut être toujours 1, 2 ou 3, 4. On a différentes options. J'ai aussi le bypass du système. Ce bypass-là peut être hardware ou software. Il y a eu une mise à jour dernièrement où que le bypass se fait de façon hardware, ce qui fait qu'il n'y a pas de délai. Fait que si, mettons, moi, je suis en train de faire de l'enregistrement de la prise de son, je vais mettre mon bypass à hardware ou encore, je vais me connecter directement à ma carte de son RME pour ce qui est de mes écouteurs pour ne pas avoir de délai. Mais si je bypass mon système et que je suis en hardware, à ce moment-là, j'ai une latence qui est presque imperceptible. Fait que ça, c'est vraiment très cool. C'est sûr que si mon bypass est en mode software, j'ai toujours une latence qui va être présente parce que le système a quand même une latence qui est relativement importante. Si je vais dans mon système, justement, dans mon optimisation, configuration, j'ai toujours... Des fois, je me perds un petit peu dans les menus, mais on a... on a notre latence, voyant. On a la latence ici de l'algorithme qui va être indiquée. Fait que ça peut quand même être pratique. On peut ajuster différents délais avec soit l'image si on voudrait vraiment que ça soit synchronisé. Fait que ça, c'est essentiel dans des systèmes, par exemple, de cinéma maison où on veut vraiment que l'audio soit super sync avec l'image. Ça nous permet d'ajouter un délai de 30 millisecondes à notre image pour que ça soit synchro avec l'audio. Fait que ça, c'est des petits détails là, quand même qui sont vraiment importants. Maintenant, au niveau de l'optimisation, je ne vais pas aller dans tous les détails vraiment de l'optimisation pour ne pas que ça soit ultra lourd, mais en gros, ce qui nous intéresse, c'est nos settings ici. Fait que vous pouvez, si jamais vous êtes un utilisateur, prendre un petit screen capture. Ça, c'est un petit peu le setup que Antoine de Trinov m'a suggéré vraiment de base. C'est ça, si vous voulez, sa recette de base. Puis après, on peut ajuster les différents paramètres. Ce qui est vraiment important, ce qui a fait une grosse différence pour moi, ça a été le Room Method, le Room Smoothing Method, où que soit le calcul, excusez-moi, de l'algorithme peut se faire soit basé sur l'amplitude, soit sur le power. Le Square Modulus, c'est le power, c'est plus représentatif de notre impression, de nos feelings, de notre perception. Ça donne une écoute qui a plus de profondeur, qui a plus de vie dans les basses fréquences. C'est vraiment très cool. Puis au niveau des autres settings, prenez une petite capture d'écran si jamais vous avez le système Nova et
setupez votre système comme ça et vous m'en redonnerez des nouvelles. Ça fonctionne redoutablement bien. Moi, je commence justement là, à m'habituer à ce système-là. Puis des fois, ben, je vais jouer avec différents paramètres pour voir justement comment ça va impacter. Là, après, souvent, il faut se fier à notre feeling, à nos impressions quand même. Ça reste quand même... on est dans un contexte qui reste très subjectif, fait qu'il faut se fier à nos goûts, à notre écoute. Il ne faut pas oublier que c'est un système aussi qui a été développé par des ingénieurs, par une tralée d'ingénieurs qui veulent donner un maximum, évidemment, là, de contrôle à l'utilisateur. Mais en réalité, on n'a pas toujours besoin de contrôler tout ça. Là, je reviens aussi là, sur mon summary. Ça, c'est la calibration que j'avais faite préalablement. Vous voyez, mes haut-parleurs sont quand même un petit peu plus dans l'axe que la calibration qu'on a faite préalablement ensemble. On a ensuite de ça, deux éléments vraiment intéressants, qui est de un, le target curve. Le target curve, c'est dans le fond un EQ qui nous permet de réajuster la calibration selon nos goûts. Fait que si on préfère avoir plus de basse fréquence, plus de low mid, etc., ben on peut à ce moment-là revenir ici puis faire une courbe qui va être un petit peu différente, puis ça va recalibrer à ce moment-là l'algorithme pour avoir cette réponse en fréquence-là. Puis là, on peut se faire aussi des presets. On peut se faire, par exemple, moi je me suis fait un bass boost, vraiment juste pour avoir un petit peu plus de low-end. On peut se faire un tilt curve comme ça pour avoir vraiment une écoute là, grand public avec moins de haute, plus de basse. On peut se faire comme ça différentes courbes. Puis évidemment, on peut garder ça complètement flat. Et le excursion curve, c'est la limite qu'on va donner à l'algorithme pour recalibrer. Fait que moi, dans les basses, j'ai augmenté, si vous voulez, la limite de base qui est sur cet axe-ci, qui est dans les boosts, c'est à 6 dB, dans les réductions, c'est 10 dB, pour mieux régler mes problèmes dans les basses fréquences, puis que la ligne verte à ce moment-là soit plus flat. Parce que si je laisse mon excursion curve à 6 dB puis à 10 dB ici, j'ai des problèmes qui avaient été moins bien recalibrés. Puis on peut, par exemple, aussi dire au système, moi, dans les hautes, je ne veux pas du tout que tu corriges parce que je trouve que mes hautes sont très bien comme ça. Je ne veux pas du tout avoir aucune forme de correction. Fait qu'on peut, à ce moment-là, venir tweaker cette correction-là. Puis une fois que c'est fait, on fait « Apply », puis là, on a un reprocessing qui va être appliqué. Et puis, au niveau, comme je vous disais, de la correction, on a 3 éléments. Hein. On a l'acoustic correction, qui va être la relation au niveau du temps, des fréquences, vraiment la réponse en fréquence. Le delay, qui va être le temps de délai entre les haut-parleurs, et le level alignment, dis-je bien, qui va être vraiment le volume entre les différents haut-parleurs. Moi, je laisse les 3 ouverts, mais après, on peut faire des tests, on peut écouter tel ou tel aspect de la correction, de l'optimisation, et venir à ce moment-là, voir c'est quoi qui nous plaît le mieux. En général, on va vouloir avoir vraiment l'ensemble des corrections, mais encore une fois, les goûts, vraiment, si vous considérez que vos haut-parleurs sont parfaitement placés, ça ne peut pas être mieux, vous pouvez décider d'enlever à ce moment-là la correction, comme ça, au niveau du timing, etc. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai customisé au niveau du remote, du contrôleur, parce que le contrôleur, la remote, c'est aussi, à mon avis, un élément qui rend ce système-là extraordinaire, parce que le fait que ce soit non seulement un système d'optimisation des moniteurs, mais que ce soit aussi un système de contrôle des moniteurs, c'est ce qui fait que ce système-là est vraiment, à mon avis, extraordinaire. Et une fois que c'est intégré dans le système, c'est assez difficile de s'en passer. Fait que je vais vous montrer la remote, comment moi je l'ai setupé. Fait qu'il y a différentes choses qu'on peut faire au niveau de la customisation. Comme vous voyez aussi dans le back-end, vous voyez, on a plein de paramètres qu'on peut avoir. On peut se faire des presets aussi au niveau de notre remote. On a plusieurs options qu'on peut assigner tout simplement en faisant un drag and drop de ces fonctions-là dans le graphique. Puis on peut par la suite
les renommer, les réajuster. Dans la configuration aussi de la remote, on a tout ce qui est brightness, sensibilité des différents contrôles, etc. Et la remote, en passant, hein, c'est vraiment un beau contrôleur. C'est un boîtier en métal assez lourd, ça ne bouge pas. Le contrôle de volume se fait avec des petites coches qu'on sent. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous permet vraiment d'avoir une bonne précision au niveau du contrôle. Et là, comme vous voyez, justement, on a la lecture, le volume de sortie qui va être indiqué sur la remote ici. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, la première chose, c'est que moi, j'ai mon volume de mix ici, à moins 24, qui va être mon volume vraiment calibré pour du contenu qui est masterisé. Puis après, quand je fais du mix, là, c'est un volume qui est beaucoup plus subjectif, que je vais être une dizaine de dB, 10 à 12 dB, plus fort généralement lorsque je fais du mix. Et je peux toujours revenir à mon moins 24. Moi, ce que j'ai mis ici sur le deuxième interrupteur, c'est un switch de mon left-right. Fait que je peux à ce moment-là inverser mon gauche et mon droit. J'ai le bypass du système, de la calibration. Fait que je peux vraiment toujours vérifier avec et sans ma calibration. Encore une fois, si je suis en train de traquer, de faire de l'enregistrement, puis que je ne veux pas avoir de latence, mais je vais bypasser. On a évidemment le mute. On a un dim qu'on peut aussi ajuster à notre goût. Moi, j'ai mis 10 dB au niveau de l'atténuation. On va avoir nos différentes sources. Moi, j'ai mon ADAT 1.2, ADAT 3.4, fait que mon Cubase et mon système. Les écouteurs, je peux les mettre on ou off. Ça, c'est vraiment pratique, hein, parce que, évidemment, moi, je passe souvent de mon écoute au haut-parleur aux écouteurs. Fait que, puis je veux pas avoir mes écouteurs qui jouent en background parce qu'on les entend, c'est des open back. Fait que ça me permet rapidement de juste les enlever sans avoir à juste descendre le volume. Et j'ai une switch mono ici. Et après, les haut-parleurs, via cet interrupteur-là ici, vous voyez, pas les haut-parleurs, excusez-moi, les écouteurs, je peux ajuster le volume de mes écouteurs via le petit contrôle qu'on va avoir ici. Fait que c'est vraiment, encore une fois, extraordinaire. Ça vous prend, à mon avis, le remote, parce que ça vient vraiment compléter vraiment le système et faire en sorte que ça s'intègre de façon super élégante. Et moi, je trouve que le fait d'avoir le display du volume nous permet encore une fois de toujours travailler vraiment au bon volume qui a été calibré, qui est prédéterminé. C'est comme ça qu'on peut développer des repères puis qu'on peut faire en sorte que d'un mix à l'autre, on s'assure d'avoir un fil vraiment continu dans notre qualité d'écoute, dans notre contexte d'écoute. C'est vraiment important, vraiment essentiel. C'est super bien fait encore une fois comme remote, vraiment très agréable à utiliser. Alors, c'est ce qui complète notre survol du système Nova de Trinnov. Bien évidemment, le reproche que beaucoup de gens font, c'est le prix de ce système-là. Mais moi, je tiens à vous rappeler que Trinnov, c'est une trentaine d'ingénieurs qui sont français. C'est pas des ingénieurs qui sont en Corée. Ce sont tous des employés français. Le système est fait en France. La recherche puis le développement et non-stop, on a souvent des updates. Pour tous les gens qui l'ont intégré dans leur système, dans leur studio, c'est un game changer. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui n'ont jamais été fans des systèmes comme SonarWorks, mais que lorsqu'ils ont essayé le système Trinnov, ils l'ont acheté le lendemain. C'est tellement majeur comme différence au niveau de la qualité d'écoute qu'une fois qu'on a fait le pas, c'est un peu difficile de revenir en arrière. Bon, en réalité, ça m'en prendrait un deuxième système pour que je puisse l'amener avec moi quand je suis sur la route, quand je donne des formations à l'extérieur, pour que je puisse toujours avoir ce système-là. Je vais voir ce que je peux faire, si je pourrais peut-être si je pourrais peut-être avoir un deal sur un deuxième système, là. Fait que voilà, les amis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire dans la section commentaires. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Hein? C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.